Bonsoir et bienvenue sur Crime pour les somnambules. Ce soir, nous plongeons dans la Russie soviétique des années 1980. Un homme sans histoire. Un professeur respecté. Un père de famille. Et pourtant, derrière ce masque ordinaire, se cachait un monstre. 52 victimes connues, peut-être plus. Des corps abandonnés dans les forêts et les gares. Une traque longue et désespérée. Mais qui était vraiment Andreï Chikatilo ? Comment cet homme sans éclat a-t-il pu semer la terreur pendant plus d'une décennie? Pourquoi mutilait-il ses victimes avec une violence inouïe? Mais même après son exécution, son nom hante encore l'histoire criminelle. Et si, ce soir, vous plongiez dans l'esprit du boucher de Rostov? Installez-vous confortablement. Fermez les yeux. Bienvenue dans un voyage au cœur des ténèbres. L'URSS de 1936 n'est pas un endroit pour les âmes fragiles. Dans une Ukraine ravagée par la grande famine et l'ombre du stalinisme, les familles luttent pour survivre. La faim est partout, la peur est omniprésente, et les enfants grandissent sans innocence. C'est dans ce monde brisé qu'Andreï Chikatilo voit le jour. Sa maison est une masure délabrée, froidement silencieuse, où il n'y a ni rire ni jeu. On lui raconte des histoires terrifiantes, des récits où les enfants disparaissent, enlevés par des voisins affamés. Un jour, sa mère lui murmure un secret à l'oreille. Son frère aîné, Stepan, aurait été enlevé et dévoré par des voisins pendant la famine. Un conte macabre? Une vérité déformée par la peur? Personne ne le sait vraiment. Mais pour Andreï, cette idée s'imprime dans son esprit comme une brûlure. L'enfant grandit sans amour, élevé par une mère sévère et un père absent, prisonnier de guerre. À l'école, il est un garçon discret, maladroit, fragile. Et les autres enfants le sentent. Ils le bousculent, le ridiculisent, chuchotent sur sa faiblesse. Son humiliation est quotidienne. Mais dans son regard, quelque chose se creuse. Une faille. Un gouffre où la frustration, la peur et la honte s'enroulent comme des serpents. Il apprend à survivre dans le silence. À avaler sa colère. À attendre. Personne ne sait encore qu'un monstre est en train de naître. Un monstre qui, des années plus tard, refera surface, dans les forêts et les gares, là où personne ne pourra entendre les cris. Les années passent, mais le monde ne devient pas plus clément pour Andreï Chikatilo. L'URSS d'après-guerre se relève lentement de ses blessures, mais dans les campagnes reculées où il grandit, la misère persiste. Les rations sont maigres. Les villes sont en ruine. Et l'espoir est une denrée rare. Dans ce monde austère, l'adolescence de Chikatilo est une lutte invisible, une guerre intérieure dont personne ne soupçonne l'ampleur. Un corps maladroit, une présence effacée, un garçon dont personne ne se soucie. Mais le pire, c'est son humiliation secrète. Dès l'adolescence, il réalise qu'il est différent. Il est incapable de répondre aux avances des filles, de ressentir ce que les autres garçons vivent si naturellement. Son corps le trahit et il enrage en silence. Les moqueries pleuvent. Les filles chuchotent dans son dos. Les garçons rient en coin. Il baisse la tête. Se tait. Mais au fond de lui, quelque chose grandit. Une rancœur, une obsession, un désir de contrôle. S'il ne peut pas séduire, il peut prendre. Si personne ne le voit, il apprendra à exister autrement. Alors, il écoute. Il observe. Il attend. Un jour viendra où les rôles s'inverseront. Un jour, ce ne sera plus lui qui tremblera. Et ce jour-là, le monde entendra enfin son nom. Les années 1960 s'ouvrent sur une promesse nouvelle pour Andreï Chikatilo. L'homme timide et effacé de son enfance semble avoir trouvé sa place dans le monde. Il est marié. Une femme silencieuse, obéissante, qui ne pose pas de questions. Il a des enfants. Une famille normale, un foyer comme un autre. Et surtout, il devient enseignant. Dans une URSS qui valorise le savoir, c'est une position honorable, un rôle respecté. Il enseigne la littérature et la langue russe, parle avec sérieux, affiche un visage calme et réfléchi. Les parents lui font confiance. Les collègues le voient comme un homme discret, un peu austère, mais travailleur. Un homme sans histoire. Mais sous la surface, une autre vérité s'écrit. Un trouble l'habite. Dans les couloirs des écoles où il enseigne,
Certains élèves ressentent un malaise. Certains disent que leur professeur les observe trop longtemps. D'autres racontent qu'il a parfois des gestes déplacés. Puis viennent les premiers signalements. Un enfant pleure après un cours particulier. Un autre refuse de retourner en classe. Un troisième décrit un contact furtif, une proximité inquiétante. Les directeurs s'inquiètent. Mais pas de scandale. Dans cette URSS où les apparences comptent plus que la vérité, où la bureaucratie étouffe plutôt qu'elle ne confronte, on ferme les yeux. On ne porte pas plainte. On ne prévient pas les autorités. On le déplace simplement. D'une école à une autre. Encore. Et encore. À chaque fois, il recommence. À chaque fois, il s'adapte. Et à chaque fois, le monde le laisse faire. Jusqu'au jour où cela ne suffira plus. Jusqu'au jour où regarder, toucher, ressentir, ne sera plus assez. Et alors, l'homme discret deviendra enfin ce qu'il a toujours été au fond de lui. Un prédateur. L'ombre du monstre se déploie dans le silence. À la fin des années 1970, des corps commencent à apparaître. D'abord, un enfant. Puis une femme. Puis un autre. Les découvertes se font dans les forêts, le long des voies ferrées, dans des endroits où la solitude avale les cris. Les scènes de crime sont cauchemardesques. Les cadavres sont mutilés avec une sauvagerie inouïe. Leurs blessures ne sont pas seulement fatales, elles sont un message, une signature. Un tueur rôde. Un homme qui ne se contente pas de tuer. Un homme qui dévore ses victimes, au sens propre comme au figuré. Et pourtant, la police hésite. L'URSS n'aime pas les monstres. Les tueurs en série, c'est une perversion occidentale, un phénomène capitaliste, un mal qui ne peut pas exister dans une société socialiste idéale. Alors, on nie. On parle de crimes isolés, de disparitions sans lien, de morts accidentelles. Pendant ce temps, Chikatilo continue. Il a compris une chose essentielle. Personne ne le cherche. Personne ne veut admettre qu'un tueur hante les gares, les trains, les routes perdues. Alors il frappe encore. Encore. Et encore. Chaque meurtre est plus brutal que le précédent. Sa rage grandit. Sa soif devient insatiable. Et tant que le monde refuse de voir la vérité en face, il restera libre. Libre de tuer. Libre de détruire. Libre de devenir l'un des pires monstres de l'histoire. Le sang coule à Rostov-sur-le-Don. Au fil des années 1980, les meurtres deviennent trop nombreux pour être ignorés. Les cadavres surgissent au bord des routes, dans les sous-bois, à proximité des gares, abandonnés dans des lieux oubliés de tous, sauf d'un seul homme. Un homme qui ne frappe pas au hasard. Un homme qui chasse. Et bientôt, le murmure devient une rumeur. On parle d'un boucher, un tueur invisible qui égorge, lacère, exécute ses victimes avec une sauvagerie inhumaine. Certains corps portent des mutilations post-mortem. Certains semblent partiellement dévorés. Un monstre rôde à Rostov. Mais la police soviétique est dépassée. Elle traque des milliers de suspects, questionne des vagabonds, des criminels déjà fichés. Elle remplit des dossiers, ouvre des enquêtes qui ne mènent nulle part. Personne ne songe un instant que le tueur pourrait être un homme ordinaire. Un mari. Un père. Un enseignant. Un homme qui, le matin, partage le thé avec sa femme. Qui travaille. Qui sourit. Qui croise des collègues, discute de l'avenir de ses enfants. Et qui, le soir venu, quitte la maison, et part chasser. Les gares, ces lieux où personne ne regarde personne, où des inconnus disparaissent sans qu'on les recherche, deviennent son terrain de jeu. Les forêts, profondes et silencieuses, engloutissent les cris avant qu'ils ne puissent atteindre la ville. Et le boucher de Rostov continue. Toujours plus loin. Toujours plus fort. Toujours plus insatiable. Car tant que personne ne le voit, il n'existe pas. Et tant qu'il n'existe pas, il peut tuer encore. L'URSS se fissure, la guerre froide touche à sa fin, mais le vrai froid, celui de la peur, s'installe dans les rues de Rostov. Un monstre rôde. Les années 1980 sont celles du carnage, du silence et du sang. Andreï Chikatilo est en chasse. Il ne frappe pas n'importe où. Ses terrains de prédilection sont des lieux de passage, des endroits où l'on disparaît sans laisser de traces.
Les gares bondées, où les regards se croisent sans jamais se retenir. Les trains de nuit, où les ombres s'étirent entre les compartiments. Les forêts, où la terre est meuble et la solitude absolue. Il a trouvé sa méthode. Il aborde ses victimes avec douceur. Il inspire confiance, joue le rôle du bienveillant inconnu. Il leur propose de l'aide, un trajet, un abri. Et puis, quand ils sont isolés, il frappe. Mais ce ne sont pas des meurtres ordinaires. C'est une explosion de violence. Il étrangle. Il poignarde encore et encore. Il mutile, lacère, parfois éviscère. Là où d'autres tueurs veulent effacer leurs traces, Chikatilo, lui, semble vouloir inscrire son œuvre dans la chair même de ses victimes. Et la liste s'allonge. Une femme, un enfant, un vagabond, une autre femme, un adolescent, un garçon qui avait l'âge qu'il avait autrefois. Le boucher de Rostov ne connaît plus de limites. Sa rage est incompréhensible, son appétit sans fin. Et pourtant, l'URSS hésite encore. La police traque des suspects, interroge des dizaines d'hommes, condamne même un innocent. Mais Andrei Chikatilo reste invisible. Parce qu'il n'est pas l'homme qu'on cherche. Personne ne se méfie de ce père de famille. Personne ne voit en cet enseignant licencié un prédateur. Personne n'imagine que sous son regard terne brûle une pulsion qu'aucune loi ne peut arrêter. Alors, il continue. Il continue encore. Et pendant que la police s'égare, il ajoute d'autres noms à sa liste. L'année 1983 aurait pu être celle de la fin du cauchemar. Les corps s'accumulent, la peur s'est infiltrée dans chaque gare, chaque forêt, chaque rue mal éclairée de Rostov. La pression est immense. Le peuple exige un coupable. Le parti exige une réponse. Et la police, aveuglée par la nécessité de clore l'affaire, croit enfin tenir le boucher. Un homme est arrêté. Il a un passé trouble, des antécédents violents. Il est un marginal, sans attache, sans alibi convaincant. Et dans la chaleur suffocante d'une salle d'interrogatoire soviétique, sous la pression des enquêteurs, il avoue. Mais ce n'est pas un aveu de vérité. C'est un aveu arraché par la peur, par la douleur, par la certitude qu'aucune issue ne lui sera favorable. L'homme est jugé, condamné, exécuté. Les autorités pavoisent. Le parti réaffirme sa maîtrise sur l'ordre et la sécurité. Et pendant ce temps, dans un autre coin de l'URSS, Chikatilo sourit. Il sait. Il sait qu'ils ont tué le mauvais homme. Il sait qu'il peut continuer. Et il le fait. Avec plus d'audace. Avec plus de sauvagerie. Car un monstre qui n'a plus peur est un monstre sans limite. La psychose s'intensifie. Les trains deviennent des couloirs de l'angoisse. Les parcs se vident à la tombée de la nuit. Les parents serrent plus fort la main de leurs enfants. On murmure qu'un autre tueur est peut-être encore en liberté. Mais les autorités refusent de l'admettre. Elles ont déjà un coupable. Un mort ne peut pas être innocenté. Alors elles traquent d'autres hommes, arrêtent encore et encore des suspects. Pendant ce temps, le véritable boucher de Rostov continue sa danse macabre. Car tant qu'ils chercheront au mauvais endroit, il sera toujours libre de frapper. Le sang continue de couler dans les bois de Rostov, dans les gares, sur les routes abandonnées. Les autorités piétinent. Les erreurs du passé ont coûté cher, mais elles refusent de l'admettre. Et pourtant, un homme refuse de baisser les bras. Viktor Burakov. Un enquêteur méthodique, obsédé par cette affaire qui défie toute logique. Là où d'autres voient une succession de crimes isolés, lui voit une œuvre morbide, un tueur qui suit un schéma précis. Mais qui est-il? Burakov sait que ce n'est pas un vagabond, un criminel de bas étage ou un étranger. Non, c'est quelqu'un qui marche parmi eux. Un homme qui se fond dans la foule. Alors, il change de méthode. Il regroupe les dossiers, analyse les scènes de crime, compare les blessures, les modes opératoires. Il consulte des psychiatres, tente de comprendre la psychologie d'un homme capable d'une telle sauvagerie. Il dessine un profil, pièce par pièce, comme un puzzle terrifiant. Et une image se forme. Un homme de plus de 40 ans. Quelqu'un de physiquement banal, insignifiant. Quelqu'un qui ne semble pas dangereux à première vue. Quelqu'un qui a une vie normale, peut-être même une famille. Mais qui, à certains moments,
est pris d'une pulsion incontrôlable. Ce tueur ne cherche pas simplement à tuer. Il a besoin de voir la peur. Il a besoin de sentir la vie s'éteindre sous ses mains. Un prédateur méthodique, qui choisit ses victimes dans des lieux où les âmes perdues ne manquent pas. Burakov le sait maintenant, le boucher de Rostov est un fantôme qui ne laisse que des corps mutilés derrière lui. Alors, il tend des pièges. Des policiers en civil patrouillent les gares. Des agents infiltrés observent les quais, surveillent les voyageurs. Des patrouilles sont envoyées dans les bois. Le filet se resserre. Enfin. Mais Chikatilo est rusé. Il sent le danger. Il se fait plus discret. Il se fond encore mieux dans la masse. Il n'a pas encore été repéré. Mais Burakov le sait, il est là, quelque part, à quelques pas. Le monstre est toujours en liberté, mais plus pour longtemps. L'URSS est à l'agonie. Les années 1990 approchent, les rues grondent, la politique vacille, et avec elle, tout un monde est en train de s'effondrer. Mais au milieu du chaos, une autre menace persiste. Un monstre plus ancien, plus insidieux que la chute d'un empire. Le boucher de Rostov n'a pas disparu. Bien au contraire, il frappe encore. Un enfant retrouvé éventré dans une forêt. Une femme mutilée à quelques pas d'une gare bondée. Des cadavres qui portent tous la même signature, une rage froide, une faim incontrôlable. La police, déjà sous pression par un pays en crise, panique. Les médias flairent l'horreur et s'en emparent. Les journaux parlent d'un monstre insaisissable. Les chaînes d'État, jusque-là prudentes, commencent à diffuser des récits alarmants. Les foules s'agitent, qui sera la prochaine victime? Les rues ont peur. Les autorités n'ont plus le luxe de cacher la vérité. L'existence d'un tueur en série n'est plus une rumeur, mais une évidence. Et les erreurs du passé ne peuvent plus se répéter. Il faut le capturer. Des escouades entières sont envoyées en surveillance dans les gares et les trains. Les psychiatres sont de nouveau consultés. Qui est cet homme? Comment le repérer? Le peuple veut un coupable, et cette fois, la police ne pourra pas se tromper. Car le monstre est toujours en liberté. Et tant qu'il l'est, la Russie n'aura pas de repos. L'hiver 1990 s'étire sur Rostov-sur-le-Don. Le vent glacé fouette les quais de gare, les passants emmitouflés dans leurs manteaux avancent sans se regarder. La peur s'est insinuée dans les esprits. Le boucher est encore en liberté. Mais quelque part, dans l'ombre d'une gare bondée, une silhouette attire l'attention. Un homme d'âge mûr, aux traits creusés, aux yeux ternes, vêtu d'un manteau fatigué. Il ne semble ni fort, ni menaçant. Et pourtant, son regard fouille la foule. Il observe. Il attend. Puis, il approche une jeune fille. Une parole amicale. Un sourire forcé. Un geste lent. Mais cette fois, quelqu'un regarde. Les enquêteurs sont là. Ils savent que cet homme a déjà été aperçu rôdant autour de plusieurs victimes. Ils savent que son comportement est trop étrange pour être innocent. Alors, ils s'approchent. Et, pour la première fois, Andrei Chikatilo est pris sur le fait. Il est arrêté. Menotté, conduit au poste. L'interrogatoire commence, mais faute de preuves irréfutables, il est relâché. Une terrible erreur. Les policiers le savent. Alors, ils ne le lâchent plus. L'ombre devient une proie. Ils le surveillent, jour et nuit. Ils traquent chacun de ses pas. Ils notent chaque interaction, chaque mouvement suspect. Et puis, un jour, il recommence. Il tente d'approcher un enfant. Il rôde près d'une autre gare. Et cette fois, ils n'attendent plus. Les policiers fondent sur lui. Andrei Chikatilo est de nouveau arrêté. Mais cette fois, il ne sortira plus jamais. Le boucher de Rostov vient de tomber dans son propre piège. L'homme assis face aux enquêteurs ne ressemble pas à un monstre. Il n'a pas les crocs d'un loup, ni le regard d'un démon. Il est terne, fatigué, presque insignifiant. Mais lorsqu'il ouvre la bouche, l'horreur se déploie. Andrei Chikatilo parle. Et ce qu'il raconte glace le sang. Il parle des forêts. Des corps abandonnés sous les arbres. Il parle des gares. Des visages qu'il choisissait au hasard. Il parle des cris, du sang, de la peur dans les yeux de ses victimes. Et il détaille. Avec un détachement glaçant, il explique comment il poignardait,
comment il éventrait, comment il déchirait la chair. Comment il mordait parfois. Il ne cherche pas à mentir, ni à fuir la vérité. Il avoue, comme si tout cela ne le concernait pas. Comme s'il racontait une autre vie, un autre homme. Les enquêteurs peinent à croire ce qu'ils entendent. Ils avaient imaginé un fou violent, un tueur bestial. Mais ce qu'ils ont devant eux, c'est autre chose. Un homme rongé par des impulsions irrépressibles. Un prédateur qui dit avoir tenté de résister, mais qui n'a jamais pu s'arrêter. Un bourreau qui parle de ses crimes comme d'une nécessité. Et la Russie découvre enfin l'ampleur du cauchemar. 52 victimes. Peut-être plus. Beaucoup plus. Des enfants. Des femmes. Des âmes qui ne reviendront jamais. Le pays est pétrifié. Le boucher de Rostov n'est plus un fantôme. Il a un nom. Un visage. Une voix. Et dans cette cellule, il raconte sans ciller ce que personne ne peut entendre sans frémir. La Russie s'effondre, mais un autre choc secoue le pays. Le procès du boucher de Rostov s'ouvre, et avec lui, le spectacle d'une horreur à visage humain. L'accusé entre dans la salle d'audience. Mais il n'est pas un homme comme les autres. Il est enfermé dans une cage métallique, une cage conçue pour l'empêcher de sauter sur les juges, sur les avocats, sur le monde entier. Et derrière ces barreaux, Andrei Chikatilo hurle. Il vocifère contre la justice, contre la société, contre l'État soviétique qu'il aurait créé. Il se roule dans un délire incompréhensible, invective le juge, insulte les familles de ses victimes. Mais personne ne l'écoute. Car la Russie a déjà son verdict. 52 meurtres confirmés. Des actes de barbarie sans précédent. Un monstre qui n'a jamais montré une once de remords. Le juge prononce la sentence. La peine de mort. Un murmure parcourt la salle. Pour les familles, ce n'est pas assez. On voudrait le voir souffrir, payer pour chaque vie volée, chaque cri arraché dans la nuit. Mais le boucher de Rostov ne souffrira pas. Il ne pleurera pas. Il ne suppliera pas. Le 14 février 1994, il est exécuté d'une balle dans la nuque. Un coup sec. Un corps qui s'effondre. Une page qui se tourne. Mais son souvenir ne disparaît pas. Dans les ruelles de Rostov, on murmure encore son nom. Dans les gares, certains se retournent encore en sentant une présence derrière eux. Le boucher de Rostov est mort, mais son ombre, elle, ne s'effacera jamais. Car dans chaque époque, sous chaque régime, même les plus autoritaires, des monstres naissent et se nourrissent de l'obscurité. Et le pire ? Certains sont peut-être encore là, dans l'ombre, à attendre leur heure.